Que vaut la liberté de création au regard du droit pénal? La liberté d'expression et son corollaire obligé, la liberté de création artistique, offre-t-elle à l'interprète ou encore au concepteur une impunité relative, voire absolue? Première raison de douter quant à la thèse de l'impunité de l'artiste, c'est la lettre même du Code criminel. Vous serez peut-être étonné d'apprendre que le Code criminel canadien s'intéresse parfois nommément à l'artiste lui-même. J'en veux pour exemple l'article 167 du Code criminel qui interdit les représentations théâtrales immorales, indécentes ou encore obscènes. Deuxième raison de se montrer circonspect quant à un quelconque passe-droit de nature constitutionnelle en faveur de l'artiste, c'est la circonspection qu'affiche elle-même la Cour suprême en la matière. Au texte que vous verrez, la citation numéro 1 à l'écran, tirée justement de cet arrêt Ward, la Cour suprême y va d'un énoncé de principe. Elle déclare que la liberté d'expression ne saurait conférer à l'artiste, si tant est qu'il puisse se qualifier ainsi, un degré de protection supérieur à celui de ses concitoyens. Voilà donc la thèse de l'impunité carrément remisée. Mais malgré le caractère particulièrement tranché de la formulation retenue par la Cour suprême, le droit est à la vérité bien plus nuancé. Et si vous me permettez le jeu de mots, je dirais que le droit criminel affiche une pudeur accusée quant à l'interdit scénique ou littéraire. Les balises mises en place, justement, sont de trois provenances, de trois ordres. Elles sont tout d'abord jurisprudentielles, prétoriennes, donc le fait des tribunaux. Elles sont parfois de nature législative et parfois même de nature carrément constitutionnelle. Et certaines de ces balises, justement, ont vu le jour avant même l'avènement des chartes québécoises et canadiennes. En matière d'indécence, par exemple, dès les années 70, les tribunaux se sont montrés plus permissifs lorsque la scène incriminée survenait, lorsque le spectacle en question survenait sur une scène artistique ou encore dans un cabaret, plutôt qu'en plein public. Il ne s'agit pas de prétendre que les tribunaux étaient extrêmement permissifs, mais les critères d'analyse avaient tendance à varier. On était davantage tolérant, même s'il y a eu des interdits parfois prononcés, y compris par la Cour suprême. Donc, prise en compte du lieu, dès les années 70, mais prise en compte également du matériau. Dans l'arrêt Little Sisters, rendu en 2000, la Cour suprême va dire qu'il est très difficile qu'un écrit puisse être qualifié d'obscène, par opposition, par exemple, à une vidéo. À ces balises de nature jurisprudentielle se sont ajoutées des balises de provenance législative. Les interventions du droit criminel sont atténuées en matière artistique. Un premier exemple, celui de la pornographie juvénile. Le législateur a préconisé un moyen de défense fondé sur le but artistique mené par l'inculpé. Je traiterai davantage de ce moyen de défense tout à l'heure. Un second exemple, le crime d'obscénité, lequel est assorti d'un moyen de défense portant sur le bien public qui est servi ou non par la pièce incriminée. Allons au-delà de ces généralités. Quels sont fondamentalement les seuils d'intervention du droit criminel en matière artistique? Comment cerner au juste la ligne de démarcation entre la tolérance du droit pénal et le franchissement de l'interdit? Vous avez un plan qui va vous présenter en fait l'essentiel de mon propos de ce matin. Je vais mettre l'accent sur deux formes de balises. La première se rapporte à l'ampleur et à la nature du préjudice appréhendé. En deçà d'un certain seuil de préjudice, les tribunaux s'abstiendront de sévir. Le second seuil, lui, se rapporte à l'état d'esprit de l'accusé, en l'occurrence l'état d'esprit de l'artiste. Et je vous indiquerai tout à l'heure en quoi l'état d'esprit de l'accusé peut parfois, il ne s'agit pas de généraliser, mais peut quelquefois le mettre à l'abri d'une déclaration de culpabilité. Commençons donc par la première gamme de balises touchant à l'ampleur et à la nature du préjudice appréhendé. Si vous parcourez le code criminel, vous risquez de faire rapidement fausse route. Les articles 163 et suivants, qui portent sur des crimes tels l'obscénité, telle la pornographie juvénile, sont coiffés d'une rubrique. Et la rubrique s'intitule « Infraction tendant à corrompre les mœurs ». Dès les années 60, la jurisprudence, à commencer par celle de la Cour suprême, s'est carrément écartée de cette voie interprétative. Elle a relégué aux oubliettes le droit anglais en la matière, en disant que les nouvelles dispositions du Code ne devaient pas s'analyser à l'aide de cette grille analytique. En clair, le potentiel de dépravation des mœurs n'était pas le critère en vertu duquel examiner l'innocence ou encore la culpabilité de l'individu. Peu à peu, et le mouvement en fait s'est carrément emballé dans les années 2000, les tribunaux canadiens, la Cour suprême au premier chef, en est venu à privilégier le critère du préjudice objectif, sur lequel j'interviendrai tout à l'heure.
et a carrément donc écarté la notion de perversion des mœurs. Je vous mentionne quelques garde-fous de nature prétorienne, de nature jurisprudentielle, qui se sont mis en place depuis quelques décennies déjà. Premier garde-fou, donc, en faveur de la liberté d'expression et à l'encontre d'une répression qui serait outrancière. Les tribunaux déclarent très volontiers qu'ils ne sont pas les arbitres du bon goût. Ils vont le dire autant dans des affaires civiles que dans des affaires carrément pénales. Rappelez-vous le printemps érable, rappelez-vous les faits d'armes d'une policière qui portait le matricule numéro 728. Eh bien, cette policière, quelques mois plus tard, a saisi les tribunaux afin de tenter de mettre fin à la circulation d'une vidéo érotique qui s'intitulait « Agente 728 XXX ». Elle a été déboutée. La Cour d'appel du Québec a déclaré qu'il n'appartenait pas aux tribunaux de distinguer les bonnes caricatures de celles qui sont de mauvais goût. Et c'est un énoncé qui va d'ailleurs être repris par la Cour suprême dans l'arrêt Ward. Deuxième balise, deuxième garde-fou de nature jurisprudentielle, les tribunaux se savent et se disent trop peu outillés pour juger de la valeur artistique d'une œuvre. Ils ont longtemps tergiversé. Pendant près de 2 décennies, le critère de la valeur artistique revenait couramment dans la jurisprudence avant d'être enterré dans l'arrêt Sharp. Le critère de la qualité de l'œuvre est jugé trop restrictif. Il n'appartient pas aux tribunaux de se montrer plus sévères envers des œuvres qui seraient grossières ou encore immatures. Et il n'appartient pas davantage aux tribunaux de se montrer plus sévères envers des artistes qui seraient marginaux ou encore des créateurs non conformistes. C'est encore là la position prônée par la Cour suprême en 2001 dans l'arrêt Sharp. Ils vont donc récuser le critère de la valeur artistique de l'œuvre pour préférer celui de la vocation, réellement artistique ou non, de l'œuvre incriminée. Donc, ils vont se demander, ils vont s'interroger sur le but réellement poursuivi, non pas forcément le but allégué par l'inculpé, mais celui qu'ils poursuivaient réellement dans les faits. Mais ils vont également intégrer comme critère d'analyse le préjudice subi par une victime ou un groupe de victimes, tels les enfants par exemple, et ils vont procéder forcément à un arbitrage. Donc, cette double articulation qui ne repose plus sur la valeur artistique de l'écrit ou encore de la pièce, mais qui porte plutôt sur sa vocation réelle, assortie ensuite d'une évaluation du préjudice, on le voit à l'œuvre dans un nouvel article voté en 2005 au sein du Code criminel, celui qui prévoit un moyen de défense à l'encontre d'une inculpation pour pornographie juvénile. Et vous verrez donc que le but légitime artistique poursuivi par l'inculpé peut lui valoir un moyen de défense, mais à la condition que le préjudice subi par les enfants ne soit pas indu, les critères étant cumulatifs. En fait, le législateur en 2005 a décidé de tenir compte des énoncés de la Cour suprême et a abrogé son ancien article qui prévoyait un moyen de défense sur la valeur artistique de l'œuvre. Soit dit en passant, c'était quand même un moyen de défense plus généreux que celui qui est mis en place en 2005. Je passe vite sur une troisième précaution mise de l'avant par les tribunaux. Il y a de fortes chances, je ne veux pas généraliser, mais il y a de fortes chances qu'une œuvre ou qu'un écrit échappe aux foudres du droit pénal si cette œuvre, cet écrit n'a pas vocation à circuler. Un premier exemple, tiré encore une fois de l'arrêt Sharp, la Cour suprême a constaté que le législateur canadien donnait une définition extrêmement large de la pornographie juvénile, trop large à un double titre. Mais au lieu d'invalider l'article, la Cour suprême a prévu deux tempéraments, a créé de toutes pièces en fait 2 moyens de défense. Le premier intéresse les individus qui, pour leur propre plaisir, vont faire un dessin mettant en scène par exemple un adulte et un enfant se livrant à des ébats sexuels, ou encore rédiger un texte en la matière, mais sans la moindre volonté d'exhiber ce texte, ce dessin à quiconque. La Cour suprême estime, dans un cas semblable, qu'il n'y a pas matière à répression parce qu'il n'y a pas d'auditoire. Tout est le fruit de l'imaginaire, sans plus. Deuxième exception, de même ordre, cette fois-ci en matière de libelle diffamatoire. Donc je change carrément d'infraction comme telle. Le législateur, le Code criminel canadien, donc, se permettait de déclarer que le crime de libelle diffamatoire était caractérisé, consommé, dès que l'auteur du texte outrageant le montrait à la victime qu'il voulait insulter, outrager. La Cour suprême de dire il ne peut pas y avoir diffamation sans auditoire. La définition retenue par le législateur est carrément excessive. Elle porte indûment atteinte à la liberté d'expression. Alors je dirais donc que le risque de préjudice suppose la recherche d'un auditoire de la part de l'artiste. Quatrième forme de retenue affichée en jurisprudence, il existe désormais une très nette démarcation entre la norme de tolérance de la société
c'est-à-dire ce que la majorité des citoyens jugeraient répréhensible, abject, indéfendable, et la notion de préjudice telle qu'elle a été ciselée dans la jurisprudence. Je vous cite un texte, en fait un passage d'un ouvrage que j'ai écrit, pas tellement pour vanter l'auteur, mais pas mal plus parce qu'il résume l'état de la jurisprudence. Je n'insisterai que sur 2 passages mis en gras, à savoir, premier tempérament, c'est que la jurisprudence a carrément évacué la notion de valeur morale de la société lorsqu'elle définit l'obscénité ou encore lorsqu'elle définit l'indécence. Et elle a retenu un seuil de préjudice très élevé. Pour qu'il y ait condamnation en la matière, il faut que le préjudice redouté soit grave au point d'être incompatible avec le bon fonctionnement de la société. Alors, vous aurez compris que l'élévation du seuil de préjudice à un degré, donc, aussi, vous excuserez la répétition, mais aussi élevé, fait en sorte que l'artiste a de très fortes chances d'échapper à une condamnation. Cela étant, la marge de manœuvre artistique n'est pas illimitée et elle connaît une première balise qui est d'ordre territorial, si je puis dire. Un artiste ne pourrait pas se permettre d'exposer en pleine rue ou de mettre en scène en pleine rue un spectacle qui serait carrément dégradant, qui serait jugé pervers par bon nombre de citoyens. Donc, le préjudice, en fait, redouté, il prend 2 formes. La première, ça serait de prendre le public ou l'auditoire en otage. Pensez à une pièce de théâtre pour enfants, au cours de laquelle survient inopinément une scène de copulation. Là, l'auditoire est captif, il est carrément pris en otage. Deuxième préjudice, c'est le fait de prendre le public par surprise. Par exemple, de monter dans un parc public une pièce de théâtre où des scènes dégradantes ont lieu, surviennent. Le préjudice en question, c'est le fait de devoir cesser de vaquer à des occupations carrément légitimes. Donc, les deux libertés qui s'affrontent, c'est la liberté de circuler sans entrave indue versus la liberté d'expression. Alors, vous l'avez compris, la liberté de création n'est pas absolue. Elle ne peut pas piéger autrui et l'empêcher de vaquer à des activités légitimes. Cela étant, le seuil de préjudice requis en matière criminelle pour faire échec à la liberté de création artistique, il est très élevé, et j'en veux pour preuve 2 autres illustrations. Première illustration supplémentaire, c'est l'invalidation du crime de fausse nouvelle en 1992 par la Cour suprême. Le législateur interdisait, le concept est très à la mode, celui des fausses nouvelles, mais il interdisait à l'époque la diffusion tout à fait consciente d'une nouvelle fausse si elle était susceptible de porter atteinte à un intérêt public. Donc l'inculpé devait être au courant de la fausseté de ses dires, mais il fallait également prouver que cette fausse nouvelle était de nature à heurter un intérêt public. La Cour suprême va être appelée à trancher sur la constitutionnalité de l'article. Elle va à la majorité l'invalider. Elle va tout d'abord signaler que la notion d'intérêt public est particulièrement floue, particulièrement insaisissable, et elle va aussi citer le risque que comporte cet article pour des créateurs. Elle va d'ailleurs, dans un autre extrait que vous allez voir à l'écran, prendre fait et cause, mais invoquer justement certains ouvrages de Salman Rushdie. Je vous lis la citation en question. Un artiste peut, à des fins artistiques, faire une déclaration qu'une société particulière considère à la fois comme une affirmation de fait et un mensonge manifestement délibéré. Prenez le cas des versets sataniques de Salman Rushdie, qui sont considérés par beaucoup de sociétés musulmanes comme proférant des mensonges délibérés contre le prophète. Donc, d'une part, le préjudice colporté par la notion d'intérêt public est jugé trop évanescent, et d'autre part, les risques que comporte cette disposition pour les artistes sont jugés trop considérables. D'où la déclaration d'invalidité. Autre exemple, la citation numéro 5, qui porte sur une affaire tranchée par la Cour européenne des droits de l'homme. J'aurais eu beaucoup de choses à vous dire quant à l'état d'esprit de l'accusé et de quelle manière il peut parfois faire échec à une condamnation. Mais comme dernier cas de figure, je vais vous parler du dévoiement de l'art à des fins illicites. Dans l'affaire Mbala, c'est Dieudonné qui est en scène et on lui reproche d'avoir monté sur scène donc un spectacle, une pièce de théâtre qui raille la déportation des Juifs par les nazis. Il est poursuivi pour injure et il va être déclaré coupable par les tribunaux français, condamnation validée par la Cour européenne des droits de l'homme. Vous avez l'extrait sur l'écran. La Cour va estimer qu'on ne peut pas en fait prôner une prise de position haineuse et antisémite caractérisée lorsqu'elle est travestie sous l'apparence d'une production artistique. Et elle va jusqu'à estimer que la liberté d'expression ne peut même pas être invoquée. Le droit canadien ne serait pas aussi catégorique, mais probablement qu'il estimerait que c'est une atteinte fondée à l'exercice néanmoins de la liberté d'expression. Je vous remercie de votre attention.